Quand on pense à la réalité physique, on a généralement cette attente viscérale de solidité. C'est un peu comme heurter un meuble dans le noir, la douleur fulgurante au niveau de l'orteil, elle nous confirme immédiatement que la matière est là. Elle est dure, implacable et en fait tout à fait réelle. Ah oui, le fameux test de l'orteil. C'est la validation ultime pour notre cerveau. C'est ça. Ce meuble semble totalement incontestable, mais, et c'est là qu'on va aller très loin aujourd'hui, que se passe-t-il si la physique quantique et la philosophie ancienne ont raison et que cette douleur, ce meuble, cette réalité même, ce ne sont finalement que des données? C'est une excellente question. Et c'est exactement le cœur de notre analyse d'aujourd'hui. Absolument. Aujourd'hui, on plonge dans une exploration vertigineuse en décortiquant les archives d'un écosystème appelé La Terre Éco. Ce sont des documents qui datent de 2026 et qui proposent une lecture radicalement nouvelle de notre façon de faire société. En gros, l'objectif de notre décryptage, c'est de comprendre comment ces textes fusionnent la sagesse ancestrale, la physique moderne et des principes de résilience communautaire. Ouais. Et ce qui frappe d'emblée dans ces sources, c'est cette approche informationnelle. On rejoint complètement les réflexions de physiciens contemporains comme Nick Bostrom ou même des visionnaires de la tech comme Elon Musk. D'accord, l'hypothèse de la simulation. Mais exactement. Mais les documents de la Terre Éco s'y insufflent une dimension spirituelle très forte qui rappelle carrément la Maya des traditions védiques, c'est-à-dire l'illusion cosmique. En fait, en 2026, la convergence de ces idées suggère que l'univers n'est peut-être pas fait de matière au sens strict, mais de données. Des données que nos sens traduisent en permanence. Mais alors, si on part du principe que notre réalité est une vaste simulation, les textes abordent un concept que je trouve fascinant, c'est ce qu'ils appellent le jeu de l'oubli. Pourquoi, si on est dans un jeu, on a besoin d'oublier qu'on y est? C'est purement une question d'immersion. Pour qu'une simulation soit efficace et qu'elle ait un véritable enjeu émotionnel, l'entité qui y participe doit oublier sa nature véritable. Sinon, c'est trop facile, c'est ça, hein? C'est ça? Sans cet oubli stratégique, la peur, la perte ou même la joie intense disparaissent. Si on sait à chaque seconde que c'est faux, il n'y a plus de croissance personnelle. Il n'y a que du divertissement plat. L'oubli, comme le précisent les documents, c'est le pilote automatique de l'incarnation. Ouais, ça me fait penser à un jeu vidéo. N'importe qui ayant déjà joué sait que si on active un mode invincibilité, au début c'est super amusant, on saute des toits, on fait n'importe quoi. Mais l'absence de danger tue rapidement l'intérêt. On s'ennuie au bout de 10 minutes. C'est la métaphore parfaite. Les sources décrivent la finalité de cette simulation comme une école de conscience. Et dans une école, il faut des exercices. Les dualités de notre monde, le positif, le négatif, la douleur, la joie, ce sont des obstacles conçus spécifiquement pour muscler l'esprit. D'accord, je comprends la mécanique. Mais du coup, j'ai une question. Si les règles physiques, les événements, tout ça, c'est le scénario codé du jeu, où est-ce qu'on trouve notre libre arbitre là-dedans? On est juste des bouts de code qui s'exécutent? Ah, la distinction que font les textes sur ce point est cruciale. Le libre arbitre ne réside pas dans la modification des lois de la gravité ou du scénario global. Le jeu a des règles, c'est un fait. Le libre arbitre, c'est de choisir comment on réagit à ces événements. Donc on ne change pas le code du jeu, on change notre façon d'y jouer. Voilà. Et c'est là qu'on en vient à notre matériel biologique. Parce que pour jouer, on utilise une interface. Le fameux casque de réalité virtuelle. C'est ça, le cerveau ne voit pas le monde, il le calcule. Nos yeux captent des photons, nos oreilles captent des vibrations dans l'air, et le cerveau agit comme un moteur graphique qui va rendre la texture de la soie ou le bleu du ciel à partir de ces signaux bruts. C'est vertigineux quand on y pense. Dans notre boîte crânienne, il fait totalement noir et silencieux. Absolument noir et silencieux, tout n'est qu'interprétation électrique. Et puisque le cerveau est un décodeur, eh bien il est malléable. L'être humain est décrit dans l'exploration de l'Ateroco comme un système adaptogène. Un système hybride en fait. Ouais, l'épigénétique nous montre très clairement que l'environnement, le stress, l'alimentation agissent comme des interrupteurs sur nos gènes. C'est la neuroplasticité. Et d'un point de vue social, on est aussi conditionné. On peut penser à l'habitus du sociologue Pierre Bourdieu. On intègre notre environnement. Du coup, si on est conditionné, comment on fait une mise à jour logicielle volontaire? Parce que dans les documents, ils parlent carrément de cheat codes, de codes de triche. C'est le terme qu'ils utilisent, oui. La méditation, la prière, ou des protocoles de guérison un peu inexpliqués par la science classique, comme les coupeurs de feu dans les hôpitaux. Ah oui, le barrage de feu? C'est fascinant ça. Les textes analysent ça non pas comme des miracles magiques, mais comme des interruptions de système. Ce ne sont pas des requêtes logiques formulées avec des mots, mais des fréquences vibratoires qui font résonner le code source pour provoquer des réajustements locaux.
Moi, la meilleure analogie que je trouve dans tout ça, c'est l'effet placebo et nocebo dont on parle souvent. Si le cerveau, notre casque VR, croit dur comme fer au programme, il va littéralement ordonner au corps de produire sa propre pharmacopée. Il produit de la dopamine ou des antidouleurs juste par la croyance. Exactement. L'optimisme, dans ce cadre-là, ce n'est plus juste un trait de caractère sympathique. C'est une véritable mise à jour logicielle. Mais alors, si on met à jour notre propre logiciel individuel, comment ça se passe quand on doit interagir en réseau? Parce que vivre en société, c'est connecter plein de casques VR ensemble. Ça doit créer des bugs, non? Beaucoup de bugs, oui. Et c'est pour ça que la communauté Latereco intègre une hygiène de communication extrêmement stricte. Pour que cette mise à jour fonctionne en réseau, ils font un antivirus. Et cet antivirus, d'après nos sources, ce sont les fameux accords Toltec. Voilà. Ce qui est brillant ici, c'est qu'ils ne prennent pas les accords Toltec comme un simple manuel de développement personnel un peu naïf. Ils les traitent comme une charte de communication, le véritable système immunitaire du réseau. C'est de l'ingénierie sociale pure, en fait. Si on prend le premier accord, que ta parole soit impeccable, ce n'est pas juste être poli. C'est le refus d'injecter du poison émotionnel, donc du code malveillant, dans le système des autres. Exactement. La rumeur, c'est un malware qui sature la bande passante du groupe. Le deuxième accord, ne rien prendre personnellement, c'est littéralement un bouclier de paix. Vous devenez invulnérable à l'ego ou aux attaques d'autrui. Vous bloquez les requêtes externes corrompues. Et le troisième, ne pas faire de suppositions, c'est chercher la clarté du signal à tout prix pour éviter que le cerveau ne compense avec des fausses données. Ouais, c'est très algorithmique comme approche. Le quatrième, faire de son mieux, ça neutralise le juge intérieur. C'est le droit à l'erreur, la tolérance aux pannes du système. Vous faites tourner le programme du mieux possible avec l'énergie disponible le jour J. Et j'adore le cinquième accord, être sceptique, mais apprendre à écouter. Le filtre de sagesse. Les textes font d'ailleurs un parallèle très intéressant avec le Kalama Sutta du Bouddha. On n'accepte aucune donnée sans l'avoir passée au crible de sa propre expérience. Il y a un détail frappant dans les textes pour illustrer tout ça, c'est l'idée de poser une limite ultra calme face à la médisance. La phrase type, c'est si cette conversation continue dans cette orientation, je ne vais pas pouvoir continuer. C'est génial. C'est un disjoncteur parfait. Ouais, c'est un pare-feu réseau. Le virus de la rumeur essaie de se propager d'une personne à l'autre. Et là, bam, le port est fermé. On empêche le système global d'être infecté. Mais une fois qu'on a purifié ces bugs relationnels en interne, on doit quand même affronter le monde extérieur, non? Bien sûr. Et le monde moderne de 2026, la pyramide, comme l'appellent les documents, est rempli de pièges. Le plus gros piège identifié, c'est l'addiction technologique et la peur systémique. Ce qu'ils appellent les sous-simulations, c'est ça? C'est ça. Le parallèle avec les jeux vidéo modernes est évident. L'industrie de l'attention crée des environnements avec une saturation sensorielle énorme. Ça stimule la dopamine avec des récompenses immédiates et un sentiment de puissance. Un sentiment qu'on a beaucoup plus de mal à obtenir dans la vraie vie, qui demande des efforts. Exactement. Le danger mortel pointé par la Terreco, c'est de rester bloqué dans cette sous-simulation, de s'abrutir devant des écrans, au lieu d'apprendre à maîtriser la simulation primaire, c'est-à-dire la vraie vie. C'est là que l'écosystème Latereco se présente comme un patch de résilience. Si j'ai bien compris les sources, la première étape du patch, c'est de reconnaître qu'on est dans un jeu. Oui, parce que si on intègre cette hypothèse de la simulation, la peur de l'effondrement, de la mort même, diminue drastiquement. On ne craint plus la fin de la partie, on se concentre sur la qualité de l'expérience en cours. Et on commence à prêter attention aux détails, aux synchronicités. Les textes disent que ce sont les signes du programmeur, des opportunités cachées dans le code. Et celui qui arrive à lire ce code, c'est ce qu'il nomme le souverain. Le souverain, c'est celui qui décode. Il refuse d'absorber la simulation de peur projetée par les médias dominants pour projeter volontairement sa propre simulation de paix. Attendez, ça c'est un point super important. Refuser la peur des médias, ce n'est pas juste psychologique. Les textes mentionnent les biophotons du chercheur Fritz Albert Popp. On se nourrit littéralement d'informations et d'énergie subtile. Donc éteindre les chaînes d'infos en continu, c'est carrément changer de régime énergétique. Absolument. Vous arrêtez d'ingérer de la malbouffe informationnelle qui stresse vos cellules. D'accord, mais alors comment cette reprogrammation de la conscience, qui a l'air très interne, très personnelle, se traduit-elle physiquement dans la matière? Comment on passe du hacker de conscience au hacker de l'économie? Eh bien, c'est la suite logique du document.
Changer le joueur modifie inévitablement la partie. Une fois la conscience reprogrammée, on déploie des outils tangibles pour hacker le tissu social et environnemental. Et là, on aborde la fameuse notion de décroissance. Un mot qui fait souvent peur, hein. Oui, mais qu'ils redéfinissent de façon extrêmement positive, c'est vu comme un rééquilibrage éthique ou une montée en gamme de l'intelligence humaine. Ils font d'ailleurs écho aux travaux d'ingénieurs et d'économistes comme Jean-Marc Jancovici ou Timothée Parrig. On sort du mythe de la croissance infinie pour entrer dans l'optimisation intelligente. Et pour ça, l'écosystème propose une vraie boîte à outils. Des outils qu'il qualifie de scalables, c'est-à-dire qui peuvent passer à grande échelle. Il y a la Mona, par exemple. C'est quoi exactement? La Mona, c'est leur monnaie-temps. C'est un concept puissant pour neutraliser la dette. Au lieu d'une monnaie fiat basée sur l'accumulation et les intérêts de la dette, la Mona valorise le temps passé et la qualité de présence, comme le soin ou le partage de compétences. Ça crée un flux, pas un stock. Ça change toute l'incitation économique. Complètement. Ensuite, il y a ce qu'ils appellent, de façon un peu dramatique, l'espace Armageddon. Ouais, le nom fait un peu film de science-fiction post-apocalyptique. C'est un peu l'idée de se préparer au pire pour vivre le meilleur. En réalité, ça désigne simplement l'intégration massive des low-tech, les poêles de masse, la phytoépuration. Le but, c'est de sortir de la servitude énergétique complexe en utilisant des technologies simples, réparables et résilientes. D'accord, et j'ai vu aussi passer le concept de l'arborescence en T. J'avoue que la métaphore de la lettre T m'a beaucoup plu. L'ancrage vertical et le partage horizontal. C'est l'un de mes exemples préférés dans le texte. C'est l'idée que la sécurité ne vient plus de l'accumulation matérielle, mais de la densité des relations. L'exemple classique donné, c'est celui de la perceuse. Ah oui, les 50 perceuses dans une rue de 50 maisons, alors que l'outil ne sert que 12 minutes dans toute sa vie. C'est une absurdité du système de consommation. Avec l'arborescence santé, on partage 2 perceuses d'excellente qualité pour tout le réseau local. On libère de l'espace, de l'argent et des ressources terrestres. Mais du coup, si on achète moins de perceuses, le PIB baisse. Comment on évalue la réussite de ce modèle alternatif? Par le BIB, le bonheur intérieur brut, on valide enfin le fait que le silence, la propreté de l'air et la santé mentale d'une communauté ont infiniment plus de valeur que des gadgets entassés dans un garage. C'est aussi le fondement de l'économie bleue et circulaire qu'il prône, où le déchet de l'un devient obligatoirement le carburant de l'autre. On emprunte à la nature et on restitue. C'est fascinant cette scalabilité. C'est vraiment comme étendre une mise à jour logicielle. On commence par soi-même, le joueur, avec les accords Toltec. Ensuite, on passe au réseau local, le foyer, avec l'espace Armageddon. Puis à la communauté, avec la Mona et les perceuses partagées. Exactement. Ça se diffuse par cercles concentriques. Mais du coup, est-ce que ça ne fait pas finalement de l'être humain un vecteur de négantropie? Je veux dire, on prend ce chaos ambiant et au lieu de le subir, on crée de l'ordre et de la vie à l'intérieur. C'est le résumé parfait en considérant notre univers comme un flux de données, un flux qui est malléable par la conscience. L'être devient le point de départ absolu. Si on change nos filtres mentaux et qu'on se dote d'outils résilients au quotidien, on cesse complètement d'être les victimes de cette simulation. On devient carrément le co-créateur du jeu. Voilà, on devient souverain. La frontière entre ce qui est virtuel, c'est-à-dire l'information pure, et ce qui est réel, la matière, s'efface totalement au profit de l'expérience de la conscience. C'est la conclusion majeure de ces documents de 2026. Ils nous disent que nous sommes des entités dotées du pouvoir de reprogrammer notre rapport à la matière. C'est un message incroyablement optimiste. En fait, nous serions invités à devenir les bêta-testeurs d'une nouvelle version de la civilisation. Une version plus légère, plus pacifiée et surtout plus consciente. Des bêta-testeurs actifs, oui. Nous avons les codes, à nous de les utiliser pour débugger les systèmes. Eh bien, pour clôturer cette analyse approfondie, je voudrais proposer une pensée finale, un peu provocatrice, à laisser infuser. Quand on y réfléchit, si notre cerveau agit vraiment comme un casque de réalité virtuelle qui calcule individuellement la réalité à partir des ondes, et si nos croyances, via des phénomènes comme l'effet placebo, modifient littéralement notre biologie, Oui. que se passerait-il si un groupe critique d'individus, formant une véritable arborescence mondiale, décidait de projeter simultanément et intentionnellement le même code de paix? Mhm. Est-ce que le serveur même de notre réalité physique serait contraint de redémarrer avec de nouvelles lois fondamentales? Hmm. C'est une question vertigineuse, mais après tout ce qu'on vient de décortiquer, elle mérite d'être posée. Elle mérite tout à fait d'être posée. Le pouvoir de l'intention collective reste la plus grande mise à jour potentielle de notre système. Une bien belle perspective pour l'avenir.